Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bon retour sur cette série permettant d'apprendre à utiliser l'éditeur Unity. Donc comme je l'ai dit durant la première vidéo, on va voir aujourd'hui l'interaction de vos scripts C# avec Unity. Donc la vidéo va être un peu plus vaste que ça, on va essayer de couvrir pas mal de sujets pour en apprendre un peu plus sur justement le monde du scripting et dans Unity avec le C#. Et on va voir pas mal de concepts, donc on va pas rentrer dans les détails, comme je l'ai souvent répété durant la première vidéo. Mais on va plutôt venir essayer de voir un peu l'étendue de tout ce qu'on va pouvoir faire. Et au besoin, si jamais j'ai des retours sur ça, je ferai une deuxième vidéo qui viendra plus en détail sur certains concepts. Donc on va commencer tout de suite et on va tout de suite euh, définir ce qui est le concept de GameObject dans Unity. Parce que ça va être important pour la suite, parce que je vais souvent utiliser. Donc un GameObject, c'est simplement un objet qui va être présent dans votre scène. Donc c'est pas pour rien que quand vous créez quelque chose d'un petit, Unity vous le nomme GameObject. C'est parce qu'en fait c'est le concept d'Unity qui s'apparente à un objet dans votre monde, quel qu'il soit. Et ensuite, à côté de ça, donc, comme je l'ai déjà dit durant la première vidéo, on a le concept de composant qui sera utilisé notamment pour nos scripts. Donc, on a encore le script Toto. Il y a toutes sortes de composants. Donc, par exemple, en physique, on a les composants qui permettent d'avoir les colliders, mais aussi les scripts qui sont le sujet de cette vidéo. Donc, on va tout de suite commencer par voir les différents types de scripts, donc, ou plutôt les différents concepts derrière les scripts. Donc, on va tout de suite créer même pas créer. On va prendre le script auto qu'on avait créé la première fois. On va recycler et l'ouvrir. Et on va donc voir les deux grandes familles de scripts qui appartiennent à Unity. Donc il faut savoir qu'Unity a les mono behavior d'un côté et les scriptable objects de l'autre. Donc on va attendre que ça charge et on va voir rapidement les points de chacun. Comme vous voyez ici, tout script qu'on a créé va hériter de mono behavior. Pourquoi il hérite de MonoBehavior? Simplement parce que c'est la classe de base d'Unity et que c'est lui qui va permettre notamment de pouvoir l'attribuer ici lorsqu'on fait Toto. Si il n'hérite pas de MonoBehavior, on ne pourra pas donc. On va l'enlever par exemple et on va aussi enlever ce MonoBehavior. On va attendre qu'Unity recharge. Et comme vous pouvez le voir, Toto n'existe plus tout simplement parce qu'il n'est plus reconnu par le moteur Unity. Hop. Donc on va remettre le MonoBehavior pour un peu voir les méthodes justement fournies par ce MonoBehavior. On va enlever tout ça pour partir sur une base saine. Et on va surtout aller voir tout de suite la documentation d'Unity qui va très bien expliquer le lifecycle d'un script. Donc en fait c'est les différents appels, comment ils vont succéder. Et on va venir expliquer les différents principaux. Donc on va tout d'abord commencer par le awake. C'est la première méthode qui est appelée par Unity. Donc on va le faire en même temps, awake. Et on va se permettre de mettre un log pour voir justement. Ensuite, on va passer par le onEnable. Donc onEnable va être appelé juste après le awake et va surtout être appelé à chaque fois qu'on va venir activer un, un GameObject qui va donc activer les composants script qui sont à l'intérieur. Donc en fait, il faut savoir que c'est pas vraiment le composant qu'on vient activer dans Unity. Donc lorsque l'on fait ceci, on active et désactive le GameObject. Et donc les composants à l'intérieur de ce GameObject sont aussi activés et désactivés. Donc c'est dans cette méthode-ci. Et il faut savoir que du coup de base, lorsqu'un GameObject est activé quand on rentre en jeu, il va passer par cette phase de onEnable. Donc on va mettre un message. On revient sur notre petit graphe. Donc on va passer le reset. Donc comme on peut le voir, le reset fait partie uniquement de l'éditeur. Donc ça va être par exemple appelé notamment lorsque l'on va ajouter un composant Toto et qu'on va venir faire notre reset ici. Donc ça sera appelé dans ce cas-là. Et dans d'autres cas, on va pas venir en détail, c'est un peu plus... C'est pas vraiment dans l'idée de ce tuto. Donc ensuite, on part par le start, on passe par le start. Donc on va venir créer notre petite méthode start. Voilà. Donc ça c'est on va dire que c'est la construction
C'est un peu ce qui pourrait représenter un constructeur dans d'autres langages. Donc en fait, c'est dans cet ordre que va être appelé notre script pour la construction. Donc en fait, ce qui se passe souvent, et ce que l'on doit faire de manière générale pour les bonnes pratiques, c'est qu'on va déclarer nos fonctionnements internes dans notre wake. Donc interne à la classe, ça veut dire que on sait que dans le wake, par exemple, si on a un champ, un int, on va pouvoir utiliser ce int dans le wake parce qu'il est interne à la classe. Par contre, si on avait un deuxième script Toto2, il ne faudrait pas qu'on essaie d'interagir avec Toto2 dans le wake parce qu'on ne sait pas dans quel ordre les wakes sont appelés. Ça veut dire que Toto2 pourrait être construit avant Toto ou l'inversement du coup. Et si Toto est construit avant Toto2, alors lorsqu'on va essayer d'accéder à Toto2, on va avoir des problèmes parce que il ne sera pas fini d'initialiser vu que son no-wake n'aura pas encore été appelé. Donc c'est plutôt pour ça qu'on va réserver start. Le start va plutôt servir à initialiser les choses interscript, on va dire. On va revenir sur notre graphe. On va passer donc par la phase, on va revenir un peu, on va faire des allées et venues. On va voir le fix update et l'update, donc qui sont deux events aussi d'Unity. Et update. Hop là, on a oublié le void. Donc ici, je vais éviter de mettre des logs parce que pour le coup, ça va spammer notre console. Mais on va venir tout simplement regarder ce qui est écrit. Donc là, on explique tout simplement que le cycle de la physique peut être appelé plus d'une fois par frame. Là où le cycle de la game logic ne sera appelé qu'une fois par frame. Donc tout simplement, c'est pour, comme expliqué, si jamais votre framerate a diminué trop, alors on va venir appeler plusieurs fois pour rattraper ce retard. Et c'est pour ça que tous nos calculs physiques doivent se passer dans le fix update et non pas dans l'update, tout simplement parce que si on a du retard et qu'on se place dans le fix update, on va pouvoir rattraper ce retard avec les calculs. Donc à l'intérieur, on va avoir le fix update. On va voir aussi les state machines, donc qu'on a très rapidement vu avec les animators. Donc une state machine, tout simplement, il faut savoir dans l'animator, on peut faire une substate machine. Donc vous voyez, c'est un groupe et quand on rentre dedans, en fait, on est dans une espèce de nouveau. C'est pas un layer au sens layer animator, on est dans un regroupement. Et donc par exemple, c'est à ça que ça correspond. Ensuite, on va passer tout ce qui est animation d'IK et tout ça. On a les calculs de on collision on trigger. Et on se retrouve sur l'update et sur le late update. Donc, comme on peut le voir, le late update arrive après l'update. Donc ça veut dire qu'on peut faire des calculs qui s'appuient sur l'update dans notre late update. Donc c'est très important pour certains cas où on a besoin de savoir que l'update est passé, que tous nos calculs physiques ont été faits. Et lorsque l'on sait que ces calculs physiques ont été faits, on va pouvoir faire passer notre late update. Donc il y a aussi Unity Event qu'on va créer. Voilà, tout simplement. Donc en fait, ces trois événements ici, on sait que ça va être appelé de manière fréquente par Unity. Et c'est ici qu'on va faire différents calculs. Ensuite, on va éviter de passer par le sun rendering, c'est pas utile et pour des besoins basiques, on n'y touchera pas. On va éviter aussi de parler de OnDrawGizmos et OnGUI pour l'instant. Et on va plutôt directement aller sur la phase de destruction, on va dire. Donc il faut savoir que le onApplicationQuit est un event aussi qui est appelé justement comme le nom l'indique lorsque l'on quitte l'application. Oups. Ici. Vient ensuite le onDisable. Donc, comme je l'ai expliqué, et c'est la réciproque en fait du onEnable. Donc, c'est-à-dire que lorsque l'on va désactiver notre objet et le réactiver, on va passer par cet appel. Hop là. Et finalement, on va voir le onDestroy. Donc, le onDestroy, c'est le dernier appel qui passera bien sûr après le onDisable. Et c'est ici qu'on libérera par exemple des ressources si on a besoin de le faire. Et voilà, on a fini sur le lifecycle basique, on va dire, et on va tout simplement venir exécuter pour voir un petit peu ce qu'il se passe. On va enlever ce GameObject qui ne sert à rien. On va enregistrer, on va mettre notre console, et on va faire play.
on va enlever le collapse. Et on va enlever aussi le petit script Toto que j'avais oublié de mettre puisqu'on avait du coup en 2 fois les logs. Donc on peut voir qu'on est passé par la phase de construction, donc avec le wake, puis unenable, puis start. Et lorsqu'on arrête, on passe par la phase de destruction avec le onApplicationQuit, onDisable et onDestroy. Donc voilà pour le lifecycle, on va dire, basique des monobehaviors d'Unity. Donc ensuite on va parler très rapidement parce que c'est un sujet complexe qui mérite tout simplement d'avoir une vidéo à lui seul. Donc on va parler des scriptable objects très rapidement. On va créer un nouveau script qu'on va appeler SO. Donc là c'est juste pour vous montrer que ça existe et je ferai probablement une vidéo là-dessus parce que c'est un sujet très intéressant et c'est surtout une très bonne manière d'architecturer votre code dans Unity. Donc comme on peut le voir, on va hériter de scriptable object. On va ajouter un attribut, ça c'est ce qui s'appelle un attribut, donc là c'est un attribut de classe, qui va permettre notamment, lorsque l'on revient dans Unity, de faire un clic droit, Create SO. Et donc, qu'est-ce qu'un SO? Donc c'est un composant d'Unity qui va recevoir quelques appels, donc on va par exemple avoir le onEnable, onDisable dedans, mais on va pas recevoir tout ce qui est update, etc. Et la raison de pourquoi on n'a pas de ça, c'est tout simple, c'est parce que un composant est lié à un GameObject. Donc ça veut dire qu'il va recevoir il peut recevoir le update. Là où un scriptable object n'est lié à rien, c'est un asset qu'on va pouvoir venir référencer. Donc par exemple, imaginons dans notre Toto, on va voir un petit peu après à quoi ça correspond ce que je suis en train d'écrire. Mais tout simplement, si on déclare un SO en tant que champ, on va pouvoir venir mettre ce champ dans l'éditeur. Donc voilà, c'est un concept très puissant parce que par exemple, on pourrait dire que cet SO représente la vie de notre personnage. Donc ça veut dire que elle n'est liée à rien. Donc ça veut dire que notre GameObject là va pouvoir savoir la vie de notre personnage, mais ça veut dire que notre ennemi va pouvoir savoir la vie de notre personnage, que lui va pouvoir savoir la vie de notre personnage sans faire de grosses dépendances. Donc voilà pour les scriptable objects. Et ensuite on va parler d'un dernier type de script que l'on va créer tout de suite, qui s'appellera plain. Donc plain pour plain data. Donc en fait c'est des scripts C# classiques. On va venir hériter de rien du tout. Voilà, on va donc enlever ces méthodes qui n'ont pas de sens. Et voilà, donc par exemple là-dedans, on va pouvoir créer notre int Toto et créer notre constructeur de manière basique. Et je reviendrai un petit peu après sur ce script justement pour savoir comment faire pour qu'Unity comprenne comment enregistrer ce script, on va dire. Donc on va voir justement avant ça un petit point important dans Unity. Il faut savoir qu'Unity est, on va dire, monothread. C'est-à-dire que tout ce qui passe par les appels Unity se fera sur le thread principal. C'est-à-dire que vous allez pouvoir potentiellement bloquer votre application pendant un long moment. Donc par exemple, je pense à un cas classique qui serait de transformer un tableau de bits en image PNG par exemple. Donc Unity fournit une fonction toute faite pour ça, mais c'est une fonction qui tourne sur le thread principal, donc qui va potentiellement venir bloquer votre exécution de programme. Donc ça c'est quelque chose de très important à savoir. Ça veut dire que du coup, de manière générale, de toute façon de développement, on essaie de développer de la manière la plus efficace possible et surtout avec Unity, il va essayer de falloir trouver des petites astuces souvent pour ne pas venir bloquer notre thread principal et pouvoir tourner à un framerate décent, donc 60 fps normalement pour les jeux. Donc on va voir tout de suite justement la sérialisation. Donc la sérialisation c'est ce concept-ci justement. Donc il faut savoir que dans Unity, il y a deux manières d'exposer des champs dans notre inspecteur. On va pouvoir tout simplement faire un public int Toto, ou on va venir dire que ce champ est un champ sérialisé, et on va pouvoir mettre le private. Si on met un private sur le Toto, donc on va créer un autre exemple ici avec un int Titi, et ici tutu, oups, int tutu. On va revenir dans notre éditeur, et on voit que Toto est apparu, tutu est apparu, mais par contre, Titi n'est pas là, tout simplement parce qu'il est privé, et il n'est pas sérialisé. C'est-à-dire qu'Unity ne le considère pas dans sa sauvegarde.
Et qu'est-ce qui est sous le concept de champ sérialisé? C'est simplement Unity qui va venir sauvegarder une valeur. C'est-à-dire que si ici on met 10 et qu'on va sur un autre GameObject, on se déplace, on ferme l'éditeur, on revient, on a toujours cette valeur 10 qui est ici parce que Unity l'a sérialisé. Donc c'est un concept un peu avancé, mais il faut savoir qu'on peut venir gérer nous-mêmes ce qui se passe durant la sérialisation. Donc vous voyez, on a des méthodes, on va revenir en plein écran, ici qui permet de venir se placer avant la sérialisation et après la désérialisation. Donc on va pas en parler ici, c'est un peu plus complexe, mais il faut savoir qu'on a les moyens de le faire. Donc par exemple, un exemple typique, ça serait de sérialiser une liste parce que on ne peut pas sérialiser par exemple un dictionnaire. Donc ça veut dire qu'on veut pouvoir gérer un dictionnaire quand on est en runtime parce que c'est plus efficace pour accéder à des éléments. Par contre, Unity ne sait pas le sérialiser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sérialiser un tableau. Donc le tableau va apparaître ici. Par contre, une fois que cette sérialisation aura été faite, on va venir créer notre dictionnaire à partir de ce tableau dans les fonctions que j'ai effacées et que j'avais mis un petit peu en dessous juste avant. Donc voilà pour la sérialisation. Et on va finalement voir une dernière chose donc, qui s'appelle l'editor scripting. C'est quelque chose de super important parce que justement, vous voyez par exemple là, on n'a pas vraiment de cas, mais on voudrait par exemple pouvoir afficher un bouton qui ferait une action. Donc là, pour l'instant, on ne peut pas de manière générale, c'est compliqué de le faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dossier editor. Donc tous les scripts qui sont apparentés à des scripts d'éditeur doivent être dans ce dossier. Ça va permettre, durant la build, de ne pas de ne pas mettre ces fichiers dans la build parce que justement, on n'est pas dans un contexte éditeur, donc ça n'aurait pas de sens. Donc on va venir créer notre Toto editor. Hop, on l'ouvre. On va venir utiliser le namespace de l'éditeur et on va venir hériter de l'éditeur. Ensuite, on utilise un attribut de champ comme de classe, pardon, comme je l'ai dit avant, en disant qu'on veut un custom editor du type Toto. On enlève les fonctions qui ne sont pas utiles et on va venir override onInspectorGUI. Donc on va laisser le base, donc parce qu'on veut en fait retrouver le comportement d'avant, mais on va pouvoir par exemple utiliser cette fonction afin de faire apparaître un bouton dans notre inspecteur. Donc on revient dans Unity et tout simplement vous voyez que maintenant on a ce bouton tutu. Donc là c'est un exemple très simple, mais il faut savoir qu'on peut personnaliser complètement notre éditeur grâce à ce système. Donc on a vu pour le custom editor, il faut savoir qu'il y a quelques petits trucs supplémentaires. On va pas venir les voir en détail parce que déjà cette vidéo commence à s'éterniser pour un tuto basique. Mais il y a aussi les custom property drawer. Donc ça c'est des entités un peu plus petites, on va dire qu'en fait ça sert à sérialiser par exemple si on voulait avoir un rendu spécial pour cette classe plane sur laquelle on va revenir juste après. On pourrait faire un custom property drawer dessus. On pourrait pas faire un custom editor parce que Unity ne connaît pas ce type on va dire en sens Unity. Par contre, on pourrait faire un custom property drawer qui lui, on va venir spécifier comment on doit afficher ce plane. Donc voilà, et ensuite on a finalement les custom windows. Donc ça veut dire par exemple, on revient ici, la scène est une custom window. On pourrait venir en créer une nouvelle, donc on aurait une fenêtre Toto qu'on pourrait venir afficher ici et linker dans, dans ce panneau ici pour pouvoir interagir avec. Donc on va revenir très rapidement avant de finir cette vidéo sur le plane justement, en passant par Toto. Et on va essayer de venir déclarer justement ce plane. On va revenir à notre éditeur. On attend que ça finisse de recompiler. Et vous voyez que le plane n'est pas là. Tout simplement parce que, encore une fois, Unity ne comprend pas cette déclaration puisque ce n'est pas un champ qu'il connaît dans son système, on va dire. Donc tout simplement ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rajouter un attribut au-dessus en utilisant le namespace du système. Donc c'est bien, là c'est pas un champ d'Unity, c'est un champ
de C Sharp, mais Unity du coup va venir savoir qu'il peut sérialiser cette classe. Donc ça veut dire que bien sûr, tous les champs qui sont à l'intérieur de cette classe doivent être sérialisés. Doivent pouvoir être sérialisables, pardon. On vient rajouter notre serial field, et lorsqu'on revient, maintenant Plane est reconnu par Unity, et il va être possible de venir ajouter notre donnée. Donc c'est très important lorsque l'on veut utiliser ces plain data, on va dire, et qu'on veut pouvoir les afficher dans l'inspecteur, de les déclarer en tant que serializable. Je pense que j'ai fait le tour pour l'utilisation basique du script. Finalement, on va donc voir une manière très simple d'interagir avec nos GameObjects, puisque c'est quand même tout d'abord l'utilité principale de nos scripts. Donc on va faire quelque chose de très simple et on va revenir justement sur le concept de GameObject. Donc le composant Toto, qui est un script, a accès à GameObject via le monoBehavior. Donc on va pouvoir venir faire GameObject.transform. On va tout simplement faire, je sais pas, on pourrait le faire bouger en forward. Donc on va faire transform.translate. Donc comme on peut le voir, il faut qu'on bouge dans une direction. Donc on va faire un vecteur 3 et on va le faire bouger sur l'axe X. On revient sur Unity. Bien sûr, update est appelé seulement lorsque l'on est en play. Donc on va venir se recentrer ici et ajouter un cube par exemple à ce GameObject. On va rentrer en play. Et on voit que notre cube est en train de partir. Tout simplement parce que on passe à chaque tour, à chaque frame dans cet update, et on va venir du coup le translate de une unité sur le X. On va donc venir sur ce petit transform, puisque c'est un composant un peu particulier, puisqu'il est disponible sur, comme on peut le voir, tous nos GameObjects. Que ce soit des GameObjects 3D ou des GameObjects, on va venir créer une image. Donc c'est un peu particulier puisque ce sont des rect transform, mais c'est le même principe. En fait, ces rect transform sont toujours ici. Et c'est ce qui représente justement notre position dans le monde. C'est pour ça qu'ils sont obligatoires, puisqu'on est dans une scène, donc on a obligatoirement une position dans ce monde. Et donc ce transform est accessible depuis le GameObject. Voilà qui conclut cette vidéo un peu plus longue que la première sur les scripts. Donc bien sûr c'est très basique, mais on a un aperçu de ce qu'on peut commencer à faire via nos scripts et comment interagir surtout avec notre monde. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît et que vous en voulez plus, et laissez un j'aime. J'espère à la prochaine, salut!